Après un bon fils, centré sur la figure du père, Pascal Bruckner nous offre aujourd'hui le pendant féminin de Mère inconnue, un autoportrait en fils unique qui en dit long aussi sur sa mère, sorti aux éditions Grasset. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. J'ai un souvenir de vous, alors peut-être évidemment vous allez oublier, mais je travaillais pour Europe 1 à l'époque et je vous ai reçu plus d'une fois dans diverses émissions, donc je suis ravie que vous soyez mon invité aujourd'hui. Effectivement, ça me revient. Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Cette émission, bien sûr, va détailler votre actualité, on va en parler longuement. Aujourd'hui, c'est indissociable aussi, mais l'ADN est clair, savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On démarre donc par le début, toujours le début. Pascal Bruckner, vous êtes né un 15 décembre dans les années 40 dans le 15e arrondissement de Paris. Vous avez grandi comme fils unique dans une famille d'origine allemande, chrétienne, catholique de votre mère, protestante de votre père. Vous allez passer votre enfance entre l'Autriche, la Suisse et la France. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Quel genre d'enfance ? Dans mon souvenir heureuse, en réalité, je pense qu'elle n'était pas si heureuse que j'ai des photos de moi où je pleurais parce que j'ai eu donc un début de tuberculose et mon père m'a mis en Autriche dans un Kinderheim. Et voilà, j'ai attrapé différentes maladies, donc j'étais séparé de mes parents. Alors aujourd'hui, je considère que c'était un bienfait, mais à l'époque, je pense que ça n'était pas. Mais globalement, l'Autriche et la Suisse, où j'ai été mis dans des sanatoriums ou des préventoriums, m'ont donné le goût de la montagne. Et j'ai une passion pour la montagne, j'en fais l'été comme l'hiver. Et donc, je bénis les dieux d'avoir eu cette maladie dont, évidemment, je ne suis pas mort, contrairement à beaucoup de membres de ma famille, mais c'est une autre époque. C'est ça. Et c'est un lien que j'ai fait en lisant votre livre parce qu'on apprend, alors on va parler longuement de vos parents bien évidemment, on apprend que votre grand-mère, notamment la mère de votre père, est décédée de la tuberculose en 1936, si mes souvenirs sont bons. Votre père n'avait que 15 ans et il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Est-ce que vous savez quelle a été sa réaction quand il a su que son propre fils était touché de la maladie qui avait tué sa mère ? Ah, c'est une bonne question. Je ne l'ai jamais posée, mais je pense que ça a été la hantise de toutes les générations. En Europe, dans la première moitié du XXe siècle, donc ce qui a sauvé les malades, c'est la pénicilline. Mais sauf que les premières injections de pénicilline étaient faites sans précaution et ça rendait les gens sourds. J'avais un ami qui s'appelait Serge Dubrovski, qui avait 20 ans de plus que moi et qui était dur de la feuille parce qu'il avait été injecté en pénicilline au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais non, effectivement, oui, c'était. Puis j'ai eu un oncle qui est mort aussi, j'ai eu une tante qui vivait avec un quart de poumon. Enfin voilà, c'était à l'époque ce que le cancer est de nos jours, le fléau qui tue. Vous allez grandir et vous l'expliquez dans un climat de haine et de violence. Cela fait de vous quel genre de petit garçon et comment vous vous êtes construit avec ça ? Alors comment je me suis construit ? Je reconstitue. Dans mon souvenir, c'est la terreur des colères de mon père qui cassait tout, qui frappait ma mère, qui au passage me donnait des gifles. Mais et en même temps, j'ai été très aimé. Oui. Donc c'est ce paradoxe que j'essaie d'exprimer dans le livre. Je suis pas du tout un martyr. Je ne suis en rien une victime et je déteste les gens qui essaient de nous faire pleurnicher sur leurs années de jeunesse. Mais malgré tout, ça m'a beaucoup marqué. Et si ma mère ne s'était pas interposée, je pense que j'aurais été évidemment la proie de cet homme violent, lui-même très faible, autoritaire parce que sans autorité, et qui exorcisait la jeunesse difficile qu'il avait eue avec son propre père. On a la sensation dans ce livre, Pascal Bruckner, que vous grandissez, en tout cas c'est vraiment un sentiment très personnel d'après ce que vous retranscrivez, presque donc d'une part comme un enfant unique, mais presque comme un enfant seul avec sa mère, comme s'il y avait une maman seule avec son fils quelque part. Oui, c'est très bien vu, oui. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Ouais. Et quand je relis les lettres de ma mère, parce que j'ai eu la chance de retrouver dans mon grenier des lettres qui datent des années 55 jusqu'aux années 90, je vois qu'effectivement, c'est une relation fusionnelle à deux, où elle investit toute son énergie et toutes ses ambitions dans mon éducation.
Alors les premières lettres sont très tendres, je suis son soleil, son centre, et puis ensuite elle est plus directive parce que j'échappe à son emprise, étant donné que je deviens adolescent et qu'à l'adolescence on s'intéresse à autre chose qu'à faire des câlins avec sa maman. C'est ça, vous l'écrivez très bien. Vous le dites qu'après à peu près entre 12 et 15 ans, on se détache de la mère pour aller voir la femme, et du coup la mère ne devient plus l'objet le plus intéressant Non, pour c'est l'enfant. affreux pour une mère, c'est affreux. Ça Mais, m'inquiète, Pascal Bruckner, je vous cache pas. Hein? J'ai un fils, ça m'inquiète. Oui, non, mais c'est affreux. Mais et pareillement pour un père, le Oui. départ des enfants est un choc. Mais sans doute le rapport mère-fils est-il le rapport le plus fusionnel, puisqu'on a porté celui qui, à certains moments, vous regarde avec des yeux sévères et peut vous sortir des horreurs, du genre tu t'habilles comme une vieille, ou là, est-ce que tu as l'air fatigué. Et donc voilà, c'est un sentiment sans doute déchirant, mais nécessaire parce qu'il faut que les garçons s'en aillent. Évidemment. Et vous l'écrivez, être fils unique, c'est peut-être une forme de malédiction. Oui, c'est une forme de malédiction parce d'abord, on n'a pas de protection vis-à-vis des parents. Il n'y a pas les frères et sœurs comme boucliers. Et puis, on a l'habitude d'être au centre et on est considéré comme un dieu, mais c'est un dieu faillible. Parce que le propre du fils unique, c'est qu'il n'a pas la possibilité de se débrouiller tout seul. Il ne peut rien faire sans sa mère, et je crois qu'on le reste à vie. On le reste à vie, c'est une sorte de faiblesse, de faillite morale, qui fait que on peut appeler sa mère quand on veut, mais les femmes, en général, ne supportent pas un homme qui se conduit de façon infantile. Donc, elles vous redressent, et il faut trouver une sorte de compromis. Et espérer, par exemple, que la femme elle-même vous considère comme un père putatif et donc vienne se plaindre auprès de vous. Mais ça fait des relations qui sont quand même marquées par l'infantilisme. C'est ça. Vous en parlez des relations dans votre ouvrage. Vous parlez d'une part d'une façon dont vous avez vu la relation homme-femme dans votre famille, puisque vous allez avoir une relation enfant-tyran avec vos relations amoureuses. Vous parlez notamment d'une relation assez débordante, assez folle, presque perverse, narcissique, avec une femme qui a été a priori marquante pour vous. Et vous le dites par ailleurs, les fils ratent leur mère, et encore plus fils unique. Rater leur mère, on va bien sûr l'évoquer longuement dans cette émission, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir si, quand on est un fils unique, on cherche sa mère dans les femmes qu'on épouse ou qu'on enlace. Vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'au début, non. Au début, la femme est un objet de désir, c'est une personne avec laquelle on échange, qui vous désire en retour si tout va bien. Mais petit à petit, dans la difficulté, le fils unique aura tendance, alors je dis pas tous les fils uniques, parce que chaque fils unique est unique à sa façon, mais aura tendance à se mettre sous la coupe de son amante ou de son épouse et à la considérer comme un médecin, une conseillère, une infirmière. Et pour peu que la femme ait une tendance à couver l'objet de ses sentiments, eh ben la régression va être complète, et tout d'un coup, le vieux fils unique va se retrouver comme risque de se retrouver comme un poupon sénile. Et je vois ça autour de moi. Je nommerai personne, mais je vois ça chez beaucoup d'hommes de mon âge ou plus jeunes qui soudain sont en quelque sorte ramenés en arrière. Et j'ai moi-même une compagne qui a un fils unique, et je suis parfois stupéfait, il a 30 ans, stupéfait par... Je me dis, l'histoire se répète. Pascal Bruckner, j'aimerais qu'on tende ensemble le fil de l'objet du désir, et vous allez comprendre où je veux en venir. Vous allez avoir une très belle carrière après un bac obtenu au lycée Henri IV à Paris. Vous allez faire vos classes d'Hippocagne et Cagne avec notamment Alain Finkielkraut, avec lequel vous écrirez votre premier essai, enfin un des premiers essais, parce que je crois que c'est le deuxième, Le nouveau désordre amoureux, après des études aussi de philosophie à l'université Paris 1 et Paris 7, à l'école pratique des hautes études. Vous allez soutenir une thèse qui sera consacrée à l'émancipation sexuelle sous la direction de Roland Barthes. Pourquoi ce sujet et que vous a-t-il permis de comprendre ? Ah oui, c'est une bonne question.
Oui, Fourier était un socialiste utopique contemporain du marquis de Sade, qu'il avait rencontré, mais c'est une utopie heureuse, alors que Sade, c'est une utopie criminelle. Et Fourier m'a permis de développer un rêve d'adolescent, c'est-à-dire au fond une espèce de la vie comme orgie perpétuelle. Et alors Roland Barthes, qui était mon directeur de thèse, m'a dit c'est quand même un peu rude votre truc. Vous oubliez une chose, c'est le sentiment. Effectivement, il avait raison. Et donc j'ai fait cette thèse. J'en ai écrit un livre ensuite, mais ça a été le point de départ de ma vie. Puis ensuite, là, j'ai découvert que l'orgie perpétuelle n'était pas forcément un rêve très souhaitable, même si les utopistes français en ont beaucoup rêvé et ont beaucoup écrit là-dessus. Dans votre livre, vous parlez de la monogamie qui n'a jamais été votre fort, vous le dites très clairement. Vous démarrez par l'émancipation sexuelle. Votre père aussi n'a pas toujours été un homme... Non, pas du tout. Infidèle, on peut le dire. C'était un homme profondément infidèle. Profondément infidèle. Est-ce que, en faisant un mélange de tout ça, vous réussissez à comprendre quelque chose ? Oui, je comprends que d'abord, on est très marqué par son enfance. Elle ne vous quitte pas vraiment, on peut la mettre à distance, mais elle est là. Et puis, oui, c'est vrai que je suis un monogame réticent, mais j'ai l'honnêteté de l'annoncer aux personnes avec qui je vis. Et d'ailleurs, je n'exige d'elles aucune fidélité. Alors, peut-être que c'est un piège, hein, peut-être que c'est une entourloupe que je joue à mes compagnes, mais bon, c'est comme ça. Ou peut-être une peur de ne pas être aimé autant que votre mère vous a aimé, Pascal Bruckner. Ah, c'est pas idiot. Oui, c'est pas idiot. Oui, vous avez raison. Oui, l'idée que finalement, si on donne tout, si on place tous ses affects en une seule personne, on risque d'être perdant. Mais enfin, alors, pour dire les choses plus généralement, et peut-être c'est une banalité, je connais peu de couples qui aient vécu sur la règle d'une fidélité physique intransigeante. Je pense que aujourd'hui, avec la liberté des femmes, beaucoup de femmes, peut-être même une majorité de femmes ont des aventures, font des écarts. Et après tout, l'adultère me paraît la garantie d'un mariage heureux, puisqu'il permet de renforcer le lien initial entre les époux, une fois qu'on a goûté aux interdits avec un tiers. Dans la mesure où les deux sont d'accord ou pas forcément ? Pas forcément, parce que le mystère a aussi son prix. Mais alors là, c'est un autre sujet qui mériterait... On pourrait faire une émission ensemble, en effet. Un livre même. Pascal Bruckner, voilà une idée de livre. Vous allez enseigner dans des universités américaines, devenir maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, devenir éditeur chez Grasset, entrer au jury du prix Goncourt, collaborer à de nombreux journaux, intervenir aussi dans la matinale de Radio Classique et j'en passe, devenir auteur de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, vous venez nous voir pour ce dernier roman autobiographique, on peut le dire, de Mère inconnue aux éditions Grasset. Et bien sûr, on va parler d'elle, mais aussi de votre père, où je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce profil. René Bruckner, né en 1920, décédé en 2012, ingénieur des mines pour le compte des Charbonnages de France, représentant en machine-outil, antisémite convaincu aussi, très favorable aux thèses nazies et nostalgique du Troisième Reich. Il va travailler comme volontaire à Berlin et à Vienne pour Siemens, qui servait à fabriquer du matériel pour l'armée allemande. Il va donc participer, et en tant que volontaire, à la Seconde Guerre mondiale. Il ressemblait à Jean-Marie Le Pen d'ailleurs. À la fin de sa vie, oui. À la fin de sa vie. Comment vous vous êtes construit avec ça ? Oui, en réalité, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je connais le résultat, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est que, comme j'entendais mes parents taper sur les Juifs toute la journée, matin, midi et soir, c'est une sorte d'obsession. J'ai fini par me dire qu'au fond, ces Juifs que mes parents haïssaient devaient être des gens sympathiques parce qu'ils les détestaient. Mais il est vrai que si mon père n'avait pas été la brute qu'il était, qui frappait ma mère, qui me cognait, qui faisait des scènes, qui insultait sa sœur, sa famille, ses cousins, ses neveux, peut-être qu'au fond, s'il m'avait présenté ses thèses avec plus d'habileté, j'aurais été contaminé. Alors, ce qui m'a sauvé d'une certaine façon, c'est que Bruckner est un nom juif et protestant, et que il y a beaucoup de Bruckner en Israël, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a moins en France, mais il y en a quand même. Et dans ma carrière, j'ai par hasard ou non écrit avec Alain Finkielkraut, vous l'avez rappelé, mais j'ai surtout été assimilé au gang des nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann,
Et donc, j'ai été catalogué tout de suite dans l'intelligentsia juive. Mm. Et ce qui a rendu mon père fou, parce qu'il avait l'impression d'une trahison. Et donc, là, lui qui espérait faire de moi un arien, puisque j'avais été blond aux yeux bleus, se découvrait un fils juif, et ça a été le coup de poignard. Alors, pour approfondir l'énigme, à la fin de sa vie, j'étais allé le voir dans un hôpital à Boulogne, j'ai découvert que mon père était circoncis. Alors j'ai regardé parce que j'étais même gêné, mais j'ai quand même regardé. Je lui ai posé la question, il m'a dit fiche-moi la paix, c'est stupide. J'ai demandé à sa sœur qui était encore vivante, mais ce que je sais, c'est que en 44, il y a un René Bruckner qui a été fusillé à Lyon par les nazis pour judaïsme. Alors voilà, c'est la question à laquelle je n'aurai jamais de réponse, puisque la question juive, comme la question franco-allemande, traverse toute la famille depuis plusieurs générations. Ce serait peut-être l'objet d'une nouvelle enquête, parce qu'on va voir au fur et à mesure que vous allez enquêter sur votre mère. Sur son lit de mort, votre père aussi vous fait une révélation assez dingue. Il vous parle du rôle de votre mère lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être un choc, que vous dit-il ? Oui, il me dit que qu'il a rencontré ma mère à Berlin à l'été 42. Et alors sur le coup, je n'ai pas percuté parce que j'ai imaginé ma mère en Allemagne. Et puis j'en ai parlé à des gens de la famille qui m'ont dit mais non, c'est de la calomnie, il veut la salir, il veut l'entraîner dans son déshonneur. Et quand même, au moment d'écrire ce livre, j'ai fait plusieurs enquêtes sur Internet. Et j'ai écrit à des historiens, j'ai essayé de contacter des gens. Et j'ai envoyé des mails au SHD, Service d'Histoire de la Défense, qui centralise en France toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, l'immense majorité. Je suis allé aussi en Allemagne, au centre d'Arausen, qui exerce la même fonction. Et puis, je n'avais pas de réponse. Aucune réponse. J'ai dit donc, ça doit être faux. J'ai appelé les établissements Siemens, qui ont aussi des archives, ont été très aimables. Et au bout de 8 mois seulement, j'ai reçu un mot du service d'histoire de la défense et qui m'ont demandé le degré d'urgence de ma requête. Donc, ils m'ont demandé mes papiers, les papiers de ma mère, les dates de naissance, les preuves. Et j'ai reçu un jour d'avril, c'était il y a moins d'un an, des photos de ma mère en 42. C'est un Ausweis délivré par les autorités allemandes, mais en français, où on l'autorise à être secrétaire, comme on disait en allemand, chez Siemens. Et il y a une note du bureau des affaires juives qui met rien de particulier. Donc, ça veut dire que c'était un certificat d'arianité de ma mère. Et elle est partie là-bas. Et alors, les promesses matérielles étaient importantes. C'est un épisode très peu connu de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 80 000 femmes françaises qui sont parties là-bas. Il y a eu une historienne a fait un livre là-dessus. Et on leur promettait des grands avantages matériels qui, en réalité, ne se sont pas concrétisés. Et j'ai appris ensuite que ma mère, j'ai reçu un autre document il y a 15 jours de l'Allemagne, et simplement factuel, et ma mère est restée 1 an et demi à Berlin. Et elle est partie au moment, je pense, où la situation se gâtait pour le Troisième Reich. Elle n'aimait pas la culture allemande, elle parlait mal l'allemand. Elle avait rencontré mon père, mais mon père était parti à Vienne pour travailler, où il restera jusqu'en février 45. Ensuite, pendant toute l'année 45, il se cachera dans le Fort Albert, dans les Alpes autrichiennes, sous tutelle française, se disant qu'il avait plus de chances d'en réchapper. Et à la suite d'une manœuvre qu'il ne m'a pas exactement expliquée, il sera rayé des listes des collaborateurs éventuels face à l'occupant allemand. Il pourra rentrer en France en se déclarant victime du STO. Et donc, il reprendra ses activités. Donc, j'imagine que c'est un destin très courant à l'époque. Il y avait une certaine anarchie. Mais en tout cas, ma mère, par honte, ne m'a jamais dit qu'elle avait travaillé en Allemagne. Et jusqu'au bout, elle cachera cet épisode, ce qui est quand même très étonnant. Et j'admire la façon dont elle a enfoui ce secret, sans jamais même le dévoiler. Dans la famille, le secret est resté caché pour tous. Et elle finira auxiliaire au ministère des Finances pendant 20 ans. Pascal Bruckner, quand vous regardez l'histoire de vos parents, où on voit qu'il y a encore des trous comme un gruyère, quand vous en parlez, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir posé plus de questions ? Ah bah oui, évidemment. Évidemment que je regrette, j'aurais dû les harceler de questions. Mais auriez-vous eu les réponses ? À force de harceler, oui. Oui, mais tiens, d'abord à l'époque,
Je voulais me construire. J'étais jeune. Pour moi, ce passé-là a été dépassé. C'était abominable. Et avec toute ma génération, on pensait construire un avenir plus rayonnant, plus optimiste. Et puis, inévitablement, en vieillissant, on se rapproche de ses parents, puisque on devient ce qu'ils sont. Et donc, on a plus de compassion pour eux aussi, parce qu'ils souffrent. Et on ne veut pas qu'ils souffrent. Donc, ah oui, non, évidemment, je m'en veux de ne pas avoir trié les papiers. Alors, depuis que le livre est sorti, j'ai appris des choses hallucinantes, parce que tout le monde se met à parler, mais trop tard. Waouh. J'apprends qu'une cousine germaine avait une mère juive, et donc la moitié de la famille de mon père a fait des enfants qui sont juifs en réalité, et qui s'appellent Bruckner. J'apprends des choses sur mon grand-père que j'avais devinées, mais qui sont épouvantables. Il a dénoncé son propre père aux autorités royales belges. Et en 14, il a fait 4 ans de guerre contre les Allemands. Et en 44, il a dénoncé son propre fils, mon père, aux autorités de l'épuration en disant qu'il était parti volontaire en Allemagne. Et donc, tout d'un coup, tout remonte. Mais alors, c'est moche, mais c'est passionnant. Mais est-ce que ça vous laisse entendre que peut-être il y a quelque chose de juif chez vous, vraiment? Alors, inévitablement, à force d'être traité de sioniste ou d'agent sioniste soit par les autorités algériennes, soit par l'ultra-gauche ou de génocidaire, je finis par m'identifier. Mais en réalité, j'ai reçu une éducation catholique et je suis profondément catholique dans l'âme, mais c'est comme une sorte d'identité coupée en deux. C'est pour ça que je demande dans le livre, de façon un peu ironique, d'être enterré 2 fois dans un cimetière juif et dans un cimetière catholique, mais je pense que j'opterai pour les cendres, parce qu'il ne faut pas prendre trop de place quand on est mort. On en a pris déjà beaucoup de son vivant. Mais cela dit, oui, j'ai un fils et une fille. Ma fille est juive de par sa mère, et je vois que c'est une identité qu'elle-même a beaucoup de mal à adopter, parce qu'elle est de gauche, elle vit aux États-Unis, donc elle est prise dans tous ces conflits. C'est un déchirement, on en discute, on se dispute. Mais bon, tout ça n'empêche pas l'amour et l'affection. Pascal Bruckner, j'ai encore un programme très chargé avec vous. On revient dans un instant, juste après le journal de l'information. Non, jamais de la vie. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous pour votre roman de mer inconnue, sorti aux éditions Grasset. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Santa Batalea, alea, alea. כל העולם יודע שאני מתעלע. Radio J. משחור, רוח בשיער שוטף את הנוף. חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף. Vous écoutez Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le Hezbollah prépare un lancement massif de roquettes contre le nord et le centre d'Israël dans les prochaines heures. Salah affirme prendre des mesures pour intercepter les tirs grâce à sa défense aérienne. L'Iran a arrêté plusieurs dizaines de personnes, dont 10 étrangers accusés de collaborer avec Israël et les États-Unis. Les autorités iraniennes affirment que certains détiennent des informations sur des sites sensibles et prépareraient des opérations dans le sud du pays. 55 autres personnes ont été arrêtées et présentées comme des mercenaires américains ou israéliens. Environ 20 000 Israéliens sont encore bloqués à l'étranger, surtout en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, près de 100 000 Israéliens sont déjà rentrés. Le rapatriement des derniers ressortissants est plus compliqué car ils sont dispersés et nécessitent des avions long courrier. Les opérations sont ralenties par des restrictions de sécurité à l'aéroport Ben Gurion.
Environ 300 membres du Basij, la force paramilitaire iranienne, ont été tués lors de frappes nocturnes en Iran. Israël avait déjà annoncé la mort du chef du Basij et de son adjoint ainsi que d'autres hauts responsables sans donner de chiffres précis. Le conseiller à la sécurité nationale iranien Ali Larijani a également été tué. Proche d'Ali Khamenei, Larijani est considéré comme une figure centrale du pouvoir iranien. Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël continue de viser les hauts responsables iraniens et ce pour affaiblir le régime. Il a déclaré: il y a encore beaucoup de surprises à venir. Enfin, en France, une cérémonie en hommage au militaire français Arnaud Frion, tué jeudi au Kurdistan irakien, s'est tenue à 11h. La ministre des Armées a remis la Légion d'honneur à Arnaud Frion. De son côté, Emmanuel Macron s'entretiendra avec la veuve de l'adjudant-chef et ira auprès de ses frères d'armes blessés, a fait savoir l'Élysée. Par ailleurs, le président a convoqué un conseil de défense à 15h pour discuter de sécurité. Et merci beaucoup, Nina Anish. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite, une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Pascal Bruckner et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Pascal Bruckner, pour son roman autobiographique de Mère inconnue aux éditions Grasset. Je l'évoquais évidemment tout à l'heure, il y a eu un premier livre sorti en 2014 qui s'intitulait Un bon fils. Vous évoquiez la violence assez extrême physique exercée par votre père, Pascal Bruckner, à l'encontre de votre mère et vous-même. Mais vous l'évoquez cette fois d'une façon assez différente avec le pendant féminin en parlant de votre mère et de vous aussi. Est-ce que quelque part vous en voulez de ne pas avoir joué un rôle plus important dans sa vie en ne la voyant seulement que pour avoir été d'une part votre mère, mais pas pour qui elle était vraiment? Oui, non, parce que je ne pouvais pas non plus me consacrer à son éducation. C'était une adulte, et je l'ai encouragé à partir, j'ai encouragé à divorcer, j'ai encouragé à prendre des amants. Enfin, j'ai fait tout ce qu'un fils peut faire pour aider sa mère, mais à un certain moment, on ne peut pas se substituer à celle qui vous a donné vie et qui s'obstinait à rester dans le couple et qui essayait de trouver toutes les raisons possibles pour ne pas quitter mon père. Je l'avais invité à faire une croisière avec moi. Je voulais qu'on parte en Égypte visiter ce pays et elle a longtemps hésité. Elle a cherché plein de prétextes. Puis elle a dit finalement, ce serait pas chic pour ton père. Et ce pas chic pour ton père, pour moi, c'est affreux. Cet homme qu'il a quand même torturé. Mais bon, elle n'avait pas le sens de la rancune comme je peux l'avoir moi et comme je pense on l'a tous, qui est une défense normale quand on se sent agressé. Et je le regrette aujourd'hui. Votre mère s'appelait Monique Bruckner, née Fourteau, je crois savoir, Oui. en 1921. Elle est partie en 1999. Oui. 2000, à peu près par là. Dans votre livre, vous l'appelez Monique ou M pour maman ou Monique. Toute sa vie, elle a été, vous l'écrivez à plusieurs reprises, humiliée, violentée, autoritaire, faute d'autorité par votre père. Et elle a préféré tomber malade plutôt que se révolter. Oui, alors c'est une stratégie que suivent, je pense que les psychiatres ont beaucoup à nous dire là-dessus. Mais plutôt que de se révolter contre son oppresseur, elle a préféré retourner la fureur contre elle. Et donc, elle a collectionné les maladies à partir de 45-50 et qui ont fini par l'emporter. Mais on tombe tous malades, on ne sait pas pourquoi, mais chez elle, ça a été presque une manière de se punir, de ne pas plaire à mon père autant qu'elle aurait voulu lui plaire et d'être parfois préférée. Mon père préférait d'autres femmes, même si elle a joué un rôle à la fin en le punissant. Parce qu'il était sur le point de divorcer pour une de ses maîtresses, comme on disait autrefois. Je ne sais pas s'il y a des mots contemporains pour dire ce terme. Mais oui, à la fin, les 10 dernières années, elle était toujours à l'hôpital. Et le médecin était chez nous un personnage sacré. C'était un mage. Et qui a très vite supplanté le prêtre. Dans les familles catholiques, le prêtre, le confesseur a un rôle, mais là, c'était le médecin. Et on parlait médecine toute la journée, maladie, infection, pathologie. C'était un hôpital verbal.
Elle faisait des crises d'épilepsie survenues après ses noces et vous l'écrivez, elle a tout toléré jusqu'à son hospitalisation finale. Vous avez soulevé le couvercle. Qui était-elle vraiment alors ? Je sais pas, je pense qu'elle était la cadette d'une fratrie très nombreuse de 9 enfants, où les aînés étaient très forts. Les aînés, c'était 2 femmes et un frère, qui avaient hérité du caractère dominateur et matriarcal de ma grand-mère, qui s'en est sortie toute seule en 1930, quittant son mari et fondant des affaires. Donc voilà, une femme plutôt admirable au regard de la situation des femmes à l'époque. Ma mère a intériorisé en quelque sorte la toute-puissance de ses sœurs et n'a jamais réussi à ébranler leur domination. Et du coup, son mari n'a fait que confirmer ce caractère un peu de servitude volontaire. Mais elle a été, je pense, la vie conjugale était pour elle son idéal. Je le vois sur les photos où je suis enfant. Et pour elle, avoir un enfant, c'était le tout de son existence. Et j'aurais aimé, bébé, lui dire « De grâce, ne travaille pas avec mon père, prends un boulot, rentre dans la fonction publique ou n'importe quoi, mais prends ton indépendance. » Mais bon, à l'époque, évidemment, j'étais incapable. C'est toujours facile de refaire l'histoire a posteriori. Mais au fond, ce livre, c'est un peu une façon de me réconcilier avec elle et d'imaginer pour elle un autre destin plus heureux, moins asservi aux caprices d'un homme qui lui-même était un homme faible. Et un homme très faible, un homme qui était humilié par son père, qui le cognait, c'était une famille un peu dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui, et qui n'a pas réussi et qui a fini ruiné, couvert de dettes, qu'il a essayé de me transmettre. Heureusement, la loi française est bien faite, on peut récuser l'héritage de ses parents. Mais oui, c'est un peu un enchaînement de mini-catastrophes. C'est dommage. C'est tout ce que je peux dire en tant que vieil enfant, c'est dommage. Ni une héroïne, ni une dame de fer ou de pouvoir, encore moins une suffragette ou une courtisane. Elle était une femme ordinaire, prise dans les circonstances extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale et qui a cru se sauver en épousant mon père. M a lu sa vie plutôt que de la vivre. Elle vous a fait des prescriptions d'une dizaine de livres, un peu comme le faisait, je crois, Françoise Sagan. Vous l'avez donc traquée à travers ses lectures. Qu'avez-vous appris pour le peu que vous avez pu en conclure ? Oui, alors mes parents lisaient beaucoup. Surtout ma mère, et ça, je pense que c'est un énorme avantage et une dette que j'ai à leur égard. Et alors, cette femme qui était soumise ne lisait que des auteurs scandaleux à l'époque. Alors, Simone de Beauvoir, qu'elle adorait, parce qu'elle pensait que le féminisme était une bonne chose, même si elle-même n'en profitait pas. Elle avait lu pratiquement tous les livres de Simone de Beauvoir, les mémoires, La force des choses, La force de l'âge. Elle adorait Gide. Je considérais aujourd'hui comme un auteur pédophile, mais enfin qui est quand même un très très grand écrivain. Elle adorait D.H. Lawrence. Mes parents adoraient L'amant d'Edith Chatterley. Quand vous lisez le livre dans la nouvelle traduction qui est paru en Pléiade, c'est quand même un livre assez hard. Donc c'est cet amour d'une châtelaine qui pète de santé, qui a 28 ans et qui a épousé un homme châtré par la Seconde Guerre mondiale, dont les parties inférieures ont été brisées par un obus et qui devient l'amant d'un garde-chasse méfiant au départ et puis fou amoureux. Les scènes sexuelles, notamment de sodomie, sont stupéfiantes à lire. Vous dites, mais comment est-ce que ma mère, qui était si prude, qui détestait l'union conjugale, qui expliquait que le rapport amoureux, c'était une cochonnerie, et que la femme devait fermer les yeux et attendre que ça passe, que tous les hommes étaient des porcs, que l'anatomie féminine, c'est épouvantable. C'est des choses dont elle m'a bercé pendant toute ma vie. Comment pouvait-elle prendre plaisir à lire ça ? C'est le paradoxe, c'est-à-dire que elle faisait une lecture, elle n'est jamais sautée du livre à l'action. Parce qu'il y a des livres qui vous remuent, des livres qui vous bouleversent et qui vous poussent à dire « non, je refuse et je pars ». Elle n'est jamais partie et les livres sont restés rangés bien sagement sur les murs de la bibliothèque, mais n'ont jamais entraîné une révolte conséquente qui aurait été tout simplement une séparation. Très simple, tout le monde le fait aujourd'hui. Mais bon, elle n'a pas osé. Peut-être pas
à l'époque. Vous démarrez ce livre avec une phrase de Gabriel Marcel, « Dire je t'aime à quelqu'un, c'est lui dire tu ne mourras point ». Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà dit que vous aimez votre mère à votre mère, parce que ça vous appartient, mais elle, à sa manière, vous aimait. Et elle avait sa façon à elle de vous le montrer. Elle n'a jamais cessé de vous couver, peut-être même un peu trop envahissante. Elle vous a écrit beaucoup de lettres jusqu'à la fin de sa vie, ce qui vous agaçait et vous touchait en même temps. Chez Augustin Trapenard, dans la Grande Librairie, vous confiez qu'elle vous disait notamment souvent « Ne fais pas le malin, Pascal », jusqu'à sa mort. Vous l'écrivez aussi. Elle rêvait pour vous un destin d'eunuque. Elle vous aimait, mais ne vous traitait pas toujours avec tendresse et délicatesse. Quel rôle a-t-elle finalement vraiment joué dans votre vie ? Au début, c'était la mère fusionnelle. Puis à la fin, c'était la mère qui me harcelait, qui me fatiguait, dont les coups de téléphone duraient des heures. C'était des prêches. Et puis elle me rappelait 10 minutes après. Je dis, tu viens de m'appeler, alors je suis ta mère, je peux t'appeler autant de fois que je veux. Donc oui, j'imagine que tout le monde a connu ça. Et d'ailleurs, quand on est parent, on essaye d'éviter ce genre de choses parce qu'on a très envie. On a très envie de harceler à notre tour nos enfants et on sait qu'ils vont s'impatienter si on agit comme ça. Mais oui, elle a joué tous ses rôles. Mais je ne crois pas lui avoir dit une seule fois que je l'aimais ou alors je m'en souviens pas. J'ai peut-être dit beaucoup plus que je ne pense. C'est à sa fragilité têtue et à son ambivalence que vous voulez rendre hommage dans ce livre-là ? Oui, parce qu'à partir d'un certain moment, ma mère voulait m'entraîner dans un pacte de faiblesse. Et elle pensait que j'allais prendre son parti et devenir sa version masculine. C'est-à-dire faire un petit mariage avec une bonne catholique, avoir un petit boulot. Et puis maman resterait au centre de la vie, elle donnerait des conseils pour l'éducation des enfants et elle ne partirait jamais. Elle serait toujours là. Et en réalité, ça s'est pas passé comme ça. Donc voilà, mais elle a quand même joué un rôle important puisque je lui consacre un livre entier qui était aussi beaucoup un livre de regret et de réconciliation. C'est un texte un peu sociologique, j'ai trouvé, Pascal Bruckner. J'ai trouvé ponctué comme ça de pas mal de choses du genre, mais aussi magnifique de liberté, de cruelle lucidité sur le temps qui passe, de la nostalgie aussi, de la mélancolie qui prouve aussi qu'on ne cesse jamais d'être un fils. Vous l'écrivez, l'enfance ne nous quitte jamais. Pour terminer cet entretien en face à face, que pensez-vous qu'aurait dit votre mère de ce livre, puisque c'est un peu la fin aussi de votre ouvrage ? Ah oui, alors je pense qu'elle ne l'aurait pas aimé, qu'elle aurait dit t'es vache. Enfin, c'est ce que je lui fais dire à la fin. T'es injuste, comment tu peux dire ça de moi ? Si c'est comme ça que tu me vois, je regrette d'avoir été ta mère. Enfin, je pense qu'elle m'aurait fait une scène. Puis après, on en aurait peut-être parlé. Je pense ce dont on rêve tous, c'est d'avoir une conversation définitive avec nos parents. Et en réalité, il n'y en aura jamais. Sauf s'il existe, comme nous le promettent les religions, un paradis après la mort, ce dont personne n'est sûr et personne n'est certain. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des post-mortem, des chambres de conciliation où un tiers extérieur essaye comme des psys, de rabibocher les générations fâchées. Mais c'est ce beau rêve, je crois, reste un rêve. Pascal Bruckner, avec votre ouvrage de Mère inconnue, sorti aux éditions Grasset. Tout de suite, on vous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Pascal Bruckner et bonjour à toutes et à tous. Alors cher Pascal Bruckner, pour vous qui signez aujourd'hui un livre superbe dédié à votre mère, Cyrielle l'a dit, personnage sacrifié, amoureuse de littérature et souhaitant vous garder en tant que fils à ses côtés, ambivalente, catholique, antisémite, qui est partie travailler chez Siemens dans l'Allemagne nazie, je souhaitais offrir une chronique théâtre qui met à l'honneur une autre femme, juive celle-là, et d'un courage essentiel. Il s'agit de Lucie Dreyfus, l'épouse du capitaine Dreyfus, avec laquelle elle a entretenu une correspondance durant de longues années, durant l'arrestation de son mari à Paris, à la prison de la Santé, puis après son transfert et son exil sur l'île du Diable, où les lettres de sa femme, qui étaient relues par la censure, lui ont permis de survivre. C'est elle, Lucie, qui obtient de son époux qu'il ne mette pas fin à ses jours, dans un magnifique spectacle intitulé « Si tu veux que je vive », joué au Théâtre Essaillon. Joël Abadi, co-auteur, qui joue Dreyfus, et Lucille Chevalier,
qui interprète Lucie, incarne la relation et la correspondance vitale que ces deux époux, à travers une tempête médiatique sans précédent, ont pu entretenir jusqu'à la réhabilitation finale de Dreyfus. Qui était donc cette femme exceptionnelle dont on a très peu parlé au final, Hélène Kuttner? C'est pour ça que j'aimerais que ce spectacle en parle et que je voulais en parler. Lucie Dreyfus Hadamard, que l'on connaît mal, était la fille d'un négociant en diamants à Paris. Elle épouse Alfred en 1890. Elle est jeune, joue du piano et après un voyage de noces, Lucie accouchera de 2 enfants tout en restant passionnée de littérature, comme votre maman, et de musique. Je raconte tout cela pour dire que dans ce monde très privilégié, ils habitaient dans le 16e, rien ne prédestinait la jeune Lucie à s'investir corps et âme dans le combat de sa vie qui était clamer l'innocence de son mari dès son arrestation. Elle tient tête à l'armée qui vient perquisitionner le domicile conjugal, demande à plusieurs reprises de voir son mari à la prison de la Santé dans des conditions pitoyable. Ensuite, elle n'aura de cesse d'interpeller la justice, témoignant au procès de Zola, adressant une pétition à la Chambre des députés, écrivant même une supplique au pape. Comment est mise en scène cette correspondance, Hélène? Leur relation nous est racontée par une journaliste féministe de l'époque qui s'appelle Séverine, alias Caroline Rémy, qui a vraiment existé et qui deviendra Dreyfusarde. À partir de leur mariage jusqu'à l'arrestation d'Alfred, le couple ne se quittent pas. Puis leur correspondance est déployée à travers 2 espaces, l'appartement de Dreyfus et la prison d'Alfred. La comédienne Lucille Chevalier se tient droite comme un i dans sa robe en dentelle blanche. De l'autre côté de la scène, Joël Abadi est en blanc aussi. Il écrit face à une simple table de bois qui fera office ensuite de cachot. Quel malheur, quelle ignominie, s'exclame Lucie quelques mois après l'arrestation d'Alfred en décembre 1894. Nous en sommes terrifiés, anéantis, je t'en supplie, mon pauvre Alfred chéri, supporte encore vaillamment ces nouvelles tortures. Notre vie, notre futur à tous sera sacrifié à la recherche du coupable. Nous le trouverons, il le faut. Tu seras réhabilité. Un jour, justice se fera et nous serons heureux. Voilà ce qu'écrivait cette épouse de 25 ans, mère de 2 petits-enfants, alors que son époux était emprisonné et traîné dans la boue par la moitié de la France. Lui répondait à sa femme dans des lettres, contrôlées aussi par la censure. « Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Tu es mon espoir, tu es ma consolation. Je t'embrasse 1000 fois, comme je t'aime, comme je t'adore, ma Lucille chérie. » Leur correspondance, splendidement écrite, d'une émotion folle, va durer 5 années. Elle est portée sur la scène par 2 comédiens éblouissants qui se dépouillent peu à peu de leurs vêtements pour exprimer leur amour. Ne reste que les mots, superbes de tendresse et d'émotion, qui, comme la flamme d'une bougie, entretiennent le souffle de la vie. Et voir vibrer cette correspondance que peu de gens connaissent est totalement bouleversant. Si tu veux que je vive, c'est au Théâtre Essaillant jusqu'au 26 mars. On a encore un petit peu de temps pour y aller. Puis au Festival d'Avignon, au Théâtre Albatros à 20h45 dès le 4 juillet pour les festivaliers. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Ariel Efraimi. Le billet du jour. Bonjour Ariel. Bonjour Cyrielle, bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Ariel. Votre livre parle des mystères familiaux des parents qu'on croit connaître et qu'on ne connaît en réalité presque pas. Et ça m'a rassuré parce que ma mère a une spécialité déjà, réécrire son enfance. Alors elle raconte ça comme si c'était un documentaire Arte sur la misère au XXe siècle. Alors moi je me prépare psychologiquement, je m'attends à un orphelinat, à une petite fille qui ramasse du charbon. Et elle me dit souvent d'un air très grave, Ariel, tu sais, nous on n'avait pas tout. À Noël on avait une mandarine. Alors la fameuse mandarine, je pense qu'on en a tous entendu parler, personne n'y croit, surtout que ma mère a grandi dans le 7e arrondissement, appartement invalide. Alors c'est vrai qu'on parle très peu de la misère infantile de ce quartier très difficile, des enfants contraints de dormir avec seulement la moitié d'un pyjama Hermès. Et bah, franchement c'est une injustice sociale. Et après elle me regarde avec compassion et elle me dit Ariel, toi t'as de la chance, t'as grandi à Neuilly. Alors bon, à côté du 7e arrondissement, à Neuilly, nous on est des bouseux. Et alors mon père en ce moment lui a un autre problème, il est entré dans un délire généalogique, il remonte nos ancêtres. Mais très loin, très très loin. Hier il m'a annoncé calmement, Ariel, j'ai remonté notre arbre généalogique jusqu'au roi David et on descend de lui. Il me dit la preuve, tu as la sagesse du roi David. Alors je ne sais pas quelle application il a téléchargée, mais vous savez, je pense, la version premium où selon nos origines, on nous attribue automatiquement un ancêtre prestigieux.
Et ensuite, dans votre livre, vous expliquez qu'on répète souvent les schémas amoureux de nos parents dans nos relations. Et alors j'ai un problème assez différent dans ma famille parce que dans mon cas, c'est ma mère qui choisit mes copines tellement elle est exigeante. En fait, avec mes copines, c'est un peu comme les Français avec leur président. Quoi qu'il arrive, elle est déçue. Alors un jour, je suis avec une fille qui travaille dans l'immobilier. Là récemment, et elle me dit, bon, franchement, elle n'est pas très intellectuelle, elle n'a pas de référence culturelle. Bon, donc plus tard, je suis avec une fille de Sciences Po. Elle me regarde, elle me dit, mais Ariel, qu'est-ce qu'elle est sérieuse? On peut pas avoir une discussion un peu légère avec elle? Alors j'ai compris, en fait, le profil idéal pour ma mère, c'est un mélange entre Hannah Arendt et une animatrice du Club Med. Et j'aime beaucoup cette idée qu'on ressent dans votre livre. On passe notre enfance avec nos parents, mais on ne connaît presque rien de leur vie. On connaît leur rôle de parents, mais on connaît mal la personne derrière. On sait comment ils nous réveillaient la nuit, mais on ne sait pas ce qui les réveillait eux le matin. On sait leurs conseils, mais pas leurs peurs. Et peut-être que c'est normal, parce que dans le judaïsme, il y a un commandement très fort, respecter ses parents. Et en fait, parfois, ce respect crée une distance. Ils ne sont pas seulement nos amis, ils restent aussi un mystère. Et finalement, c'est peut-être ça qui est beau. Parce qu'un parent, ce n'est pas quelqu'un qu'on comprend totalement, c'est quelqu'un qui nous a transmis quelque chose d'immense et dont on découvre toute la profondeur, toute notre vie. Et donc au fond, une famille, c'est peut-être un endroit où il y a des blagues, des exagérations, des mythes, mais aussi des silences. Merci Très bien. beaucoup Ariel Efraimi pour cette Merci chronique. On se dit à la semaine prochaine sur Radio G. Vous avez parlé de David, évidemment. On rappelle que demain en salle, il y a le très bon dessin animé. David, on en parlera avec Johanna Sultan. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Pascal Bruckner, comme toujours à la fin de cette émission, nous débriefons ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est dans le regard de notre chère Véronique Zana. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle et bonjour Pascal. Bonjour. Et je démarrerai avec cette phrase qui à la limite dit tout, les fils ratent leur mère. Eh bien c'est justement ce ratage qui fait à l'origine la singularité de chacun. Et tant mieux si ça rate, parce que c'est bien là le décapsuleur de ce fusionnel que vous avez évoqué à chaque fois. Et c'est quand même assez interpellant d'entendre comment vous rapportez votre histoire sans peut-être entendre à quel point cette histoire particulière a fait votre singularité. Vous a plongé dans cette philosophie qui vient directement interroger. En fait, en étant dans cette histoire, votre décapsuleur, c'est la question. C'est ce truc à interroger qu'on ne comprend pas et on doit y faire face. Et comment faire face à ce débordement d'amour avec ce côté annihilant, parce que c'est toujours l'ambivalence dans laquelle vous vous êtes débattu et que finalement, pas grand-chose ne serait plaisant, mais quand même, il y a cette proximité qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui a fonctionné, qui vous a donné envie de rencontrer d'autres femmes, qui vous a donné envie justement de trouver votre moyen de défusionner. Et peut-être que là, ces amours multiples sont aussi un moyen d'être un garant de cette liberté. Donc j'ai trouvé très intéressant la manière dont les choses se sont transmises, celles que vous avez pu attraper soit en les prenant, soit en les refusant, parce qu'il n'est pas question de cette violence, il n'est pas question de cet envahissement, mais comment quelque chose s'est transmis, et sans doute du côté de votre mère que vous n'avez pas attrapé, c'est de la transmission indirecte, au travers de cette littérature, au travers d'une façon finalement peut-être d'un peu sublimer son empêchement. Et ce petit garçon qui était là, pourquoi ne pas lui attribuer cette possibilité de se monter ailleurs d'une autre façon? Et bien sûr, comme même on l'a entendu dans le billet d'Ariel, c'est jamais ça. Ça ne marche jamais. Mais c'est là l'espace pour pouvoir se réinventer, ce que vous avez fait avec un brio vraiment tout à fait extraordinaire, parce que il y avait quand même de quoi être un peu aplati avec cette histoire-là. Et alors, j'ai trouvé ça aussi assez amusant, je vais quand même le souligner, cette histoire de la fureur entre elles et de le refuser après ce passage du côté de l'Allemagne. C'est venu résonner d'une façon particulière aussi dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui? Parce que beaucoup de choses ont été à la fois offertes et à la fois
replié, parce qu'il y a quand même énormément de pudeur chez vous. C'est-à-dire que vous êtes allé investiguer, essayer de récupérer des fils de l'histoire, mais je crois que ça n'a pas dû être simple non plus de les attraper et aussi de pouvoir en parler pour garder cet écart, pour à nouveau ne pas être complètement collé à toute cette histoire avec laquelle vous avez dû vous dépatouiller. Donc vous nous offrez, vous venez dire absolument que le mystère des parents, c'est toujours quelque chose à investiguer. Et c'est toujours quelque chose qui vient raviver cette question de ne pas prendre pour argent comptant finalement ce qui nous a soutenus pendant une certaine époque, qui a permis de cristalliser les colères et d'autres explorations. Que cette transmission qu'on récupère, on peut en attraper un bout, laisser filer un autre, mais que ça fait partie très fort de cette identité. Et que, au travers de toutes ces lectures un peu scandaleuses, n'est-ce pas là que finalement a émergé cette thèse absolument incroyable qui a lancé tout le reste de votre vie? Oui, c'est un malentendu fécond. Et en vous écoutant, je me dis que ma mère m'a peut-être lancé dans un jeu de pistes, dans un labyrinthe, en me laissant des livres signés de sa main, d'une façon de me dire, cherche-moi si tu veux savoir qui je suis. Et je ne sais toujours pas, mais c'est le mystère de la filiation et de la parentalité. Peut-être viendra-t-elle vous répondre à cette question dans vos rêves. Dans un rêve, oui. Parce que les morts poussent en nous. C'est une chose. Ils ne sont jamais morts, en réalité. Nos défunts sont là autour de nous. Ils parlent à travers notre bouche, à travers notre langage. Ils nous possèdent, en réalité, comme eux-mêmes étaient possédés par leurs parents. Et c'est une transmission inconsciente de génération en génération. Et donc, les rêves disent beaucoup, même si on les oublie. Ce livre a commencé par un rêve qui m'a glacé et qui m'a interrogé. Et peut-être qu'il continuera par un autre rêve ou par un autre cauchemar. Parce que souvent, les choses sont indissociables. Merci Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Pascal Bruckner. Vous êtes venu nous voir pour votre roman de Mer Inconnue aux éditions Grasset. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Vous savez, une interview faite par une femme n'a rien à voir. C'est une interview faite par un homme. Je m'aperçois, c'est un fossé. C'est vrai. Et là, je m'en rends compte aujourd'hui. Je me dis, mais il y a vraiment deux manières d'interroger un auteur ou une autrice. Et le versant féminin est très... Je peux pas vous dire, ça change du tout au tout. Bon, vous allez développer ça avec moi après l'émission, c'est obligé, Pascal Bruckner. À la réalisation audio et vidéo, Ethan Noukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain, évidemment, dès 15h sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. À l'approche de Pessah, le Casib Kojazor a besoin de vous. Présente à tous les moments de la vie des personnes